Camille Dupont, à l'âge de 28 ans, a vécu la vie que beaucoup considéraient comme idéale. Elle était indépendante, une professionnelle prospère et avait un cercle d'amis qui la soutenaient inconditionnellement. Cependant, l'apparence du bonheur était fragile. Après la fin d'une relation toxique avec Julien, un homme qui avait laissé des marques profondes sur sa psyché, elle s'est retrouvée piégée dans un réseau de souvenirs qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les souvenirs de Julien la suivaient comme des ombres, et les messages étranges qui commençaient à inonder son téléphone portable étaient un tourment constant qui l'obligeait à revisiter ce chapitre sombre de sa vie. Le premier texte est arrivé un jour ordinaire, alors que Camille essayait de passer à autre chose. Le téléphone portable a vibré, et alors qu'elle regardait, son cœur s'est emballé. Tu ne peux pas m'échapper. Elle pensait pouvoir ignorer le message, mais chaque nouvel avertissement lui semblait être un écho de la voix de Julien, lui rappelant des moments où sa vie était dominée par ses exigences et ses manipulations. Cette voix qui lui avait précédemment dit quoi faire murmurait maintenant des poisons sur la fragilité de sa santé mentale. Au cours des jours suivants, les messages ont continué à apparaître, tout plus troublants les uns que les autres. Tu te souviens de la dernière fois que tu m'as laissé tomber? Ou penses-tu vraiment que tu peux être heureux sans moi? Camille s'est retrouvée à revivre des moments qu'elle a essayé d'enterrer, les disputes interminables, les jours où elle avait l'impression que ce n'était pas assez. Tout est revenu à la surface comme si un film horrible jouait dans son esprit et qu'elle ne pouvait pas l'éteindre. Elle a essayé d'ignorer les messages, mais sa vie a commencé à s'effondrer. Elle avait l'impression d'être dans une prison invisible. À chaque notification qui arrivait, un déclic lui faisait revivre les moments traumatisants qu'ils avaient vécus ensemble. Cette routine de torture psychologique l'isolait de ses amis et de sa famille. Autour d'un café, l'une de ses amies, Élise, a remarqué son état. « Camille, tu n'as pas l'air bien. Que se passe-t-il » La question l'a prise par surprise. Elle avait envie de crier, de tout dire, mais les mots n'ont pas réussi. Au lieu de cela, il se contenta de sourire, cachant son angoisse. Déterminée à trouver une solution, Camille a décidé de revisiter les lieux qu'il fréquentait auparavant. Chaque endroit l'a reçu comme un rappel vivant de ce qu'elle avait perdu. Le café où ils riaient ensemble, le parc où ils passaient l'après-midi à discuter de l'avenir, chaque pas la menait dans une mer de flashbacks troublants. Des arguments qui semblaient insignifiants à l'époque se sont transformés en monstres dans son esprit. Les comportements obsessionnels de Julien, qu'elle avait ignorés comme un aspect passager de son amour, se révélaient être des bastions de contrôle et de possession. Alors qu'elle marchait dans le parc, la brise fraîche n'était pas suffisante pour la calmer. Elle a vu un couple s'étreindre et a senti une boule dans sa gorge. Ses mains tremblaient en se rappelant comment Julien la traitait comme une marionnette, tirant sur les cordes de son cœur. Camille baissa les yeux vers le sol, à deux doigts de tout abandonner, lorsqu'elle décida de s'asseoir sur un banc, laissant des larmes silencieuses couler sur son visage. Là, sur ce banc, le souvenir d'une discussion spécifique a émergé clairement. Il l'a accusée d'être ingrate, de ne pas apprécier ce qu'il a fait pour elle. La confusion de ces mots la consumait. Elle ressentait la pression du contrôle que Julien avait sur sa vie. Cette prise de conscience la poussait plus loin dans la spirale de la paranoïa. Qu'est-ce qui était réel? Quel était le fruit de son esprit ébranlé? Alors que les souvenirs s'accumulaient, Camille a réalisé qu'elle n'était pas seule. La vue de Julien la tourmentait, mais la vraie bataille était en elle. Il a alors décidé de parler à des amis, révélant ses expériences. Ce qui a commencé comme une conversation informelle s'est transformé en une explosion intense. Ses amis, en entendant ces histoires, ont commencé à partager leurs expériences avec Julien. Des révélations sur son côté obscur ont commencé à émerger, un réseau de manipulation que Camille n'avait jamais remarqué. Un ami m'a confié qu'après l'avoir rencontré, il a ressenti un étrange changement dans sa propre perception de Camille. Il l'affectait plus qu'elle ne le pensait. Ces conversations ont été un moment décisif pour Camille. Chaque mot de soutien l'a aidé à reconstituer le puzzle de la manipulation émotionnelle que Julien avait réalisé.
Elle a commencé à se rendre compte du contrôle qu'il avait sur sa vie. Les messages qu'elle a reçus n'étaient pas seulement des mots d'un ex-petit ami, c'étaient des tentatives de contrôle qui l'ont maintenue coincée dans le passé. Cette nouvelle prise de conscience a allumé une étincelle de force en elle. Avec cette nouvelle compréhension, Camille a décidé qu'elle devait confronter Julien. Il y avait un poids d'incertitude dans son cœur, mais elle était déterminée à se libérer une fois pour toutes. Le jour où elle a décidé de le confronter, la tension était dans l'air. Elle se sentait comme un papillon sur le point de sortir de sa chrysalide, mais le doute murmurait toujours dans son esprit. Et s'il la dominait à nouveau? La rencontre a eu lieu dans un lieu neutre, un bar où ils se sont retrouvés. L'endroit était plein de souvenirs, et quand elle l'a vu, une vague d'émotion l'a frappée. Julien avait ce sourire qui l'avait autrefois enchanté, mais qui n'était plus qu'un symbole de manipulation et de douleur. « Camille, combien de temps? Tu as l'air différent, » a-t-il dit, d'une voix qui débordait de charme. « Je suis différente, » a-t-elle répondu plus fermement qu'elle ne l'avait prévu, « et pas de la manière dont vous pensez. » La conversation s'est rapidement tendue. Camille expose ses chagrins, ses douleurs et les messages troublants qui la hantent. Elle parlait des révélations qu'elle avait entendues de la part d'amis, du contrôle qu'il avait sur sa vie. Chaque mot était un coup au masque de Julien. Il l'écouta avec un regard qui allait du dédain à la colère. « Vous ne pouvez pas simplement effacer ce que nous étions, » a-t-il dit, avec le sang-froid d'un homme qui croyait encore avoir du pouvoir sur elle. « Je fais partie de toi. » À ce moment-là, Camille réalise la vérité la plus douloureuse. Julien n'a de pouvoir sur elle que tant qu'elle le permet. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais elle pouvait décider de ne plus en porter le poids. « Je ne suis plus à toi, vous ne pouvez pas me contrôler. » Ces messages n'ont aucun pouvoir sur moi. Le courage résonnait dans sa voix. Et en s'éloignant, il ressentit la légèreté d'avoir affronté ses peurs. À chaque pas, la certitude qu'elle n'était pas seule et que ses amis la soutenaient lui donnait de la force. Julien ne serait plus une ombre dans sa vie. Les messages continueraient d'arriver, mais maintenant Camille était prête. Elle savait qu'elle devait faire face à ce qui allait arriver et qu'elle avait le choix de ne pas le laisser la définir. Elle était devenue plus forte et plus confiante, reconnaissant que la vraie bataille n'était pas contre Julien, mais plutôt contre les souvenirs et les fantômes que la relation avait laissés. Le choix de ne pas lui permettre d'avoir plus de pouvoir sur sa vie s'est transformé en un acte de libération. Camille était prête à aller de l'avant, enfin libérée des chaînes du passé. C'était un matin nuageux lorsque les premiers souvenirs de Sarah ont commencé à me tourmenter l'esprit. La rupture était encore un fantôme, une ombre qui planait sur moi, et je me sentais complètement perdu dans un sombre labyrinthe d'émotions. Alex Brandt, 30 ans, s'est toujours efforcé d'être le partenaire idéal. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que cette recherche incessante d'approbation m'avait consumé, m'avait emmené dans un endroit sombre, où la douleur et le désespoir étaient devenus mes seuls compagnons. Sarah n'était pas seulement une petite amie, c'était un cercle vicieux d'amour et de douleur, de manipulation et de contrôle. Au fil des ans, ces chuchotements sont devenus une chanson de fond constante dans ma vie. « On n'est jamais assez bon », disait-elle, et alors que ces mots se fixaient dans mon esprit, je me suis retrouvé à plonger de plus en plus profondément dans sa toile. Ce qui semblait initialement être de l'amour s'est transformé en une forme insidieuse de violence psychologique. À la fin, il ne restait plus qu'un écho assourdissant de ces paroles cruelles. Isolé chez moi, je me laisse consumer par la solitude. Je regardais les heures passer en regardant par la fenêtre, regardant la pluie couler sur les fenêtres, un reflet de la tempête qui se déroulait en moi. Plutôt que de chercher de l'aide, j'ai choisi de rester emprisonné, comme une prisonnière dans mon esprit. Chaque souvenir de Sarah était comme un coup, et ce souvenir de ses sourires devenait un tourment, car chaque bon moment était souvent suivi d'une dose de cruauté qui me laissait les pieds sur terre. C'est lors d'un de ces après-midi maussades que j'ai décidé de revivre les bons moments.
Je me suis souvenu comment tout avait commencé, l'étincelle dans ses yeux quand elle souriait. Mais je me suis vite rendu compte que cette nostalgie était profondément enracinée dans un cycle de contrôle. Il y avait des moments où je la faisais rire, mais ils étaient si fugaces par rapport aux jours où je me sentais petite, impuissante, comme si j'étais piégée dans une prison invisible. L'idée de liberté s'éloignait de plus en plus, et je me trouvais dans un état de désespoir. L'environnement dans lequel il vivait est devenu oppressant. Les murs de ma maison semblaient se refermer sur moi, tandis que les souvenirs des pires moments passés ensemble résonnaient dans mon cerveau. La façon dont Sarah me regardait avec dédain, les nuits où ses critiques m'empêchaient de dormir, tout cela est devenu un cercle vicieux que je ne pouvais pas briser. Des amis que j'avais autrefois échangés m'avaient fait rire, et des moments heureux s'étaient séparés, et les opportunités d'emploi s'étaient évaporées alors que je sombrais dans un abîme émotionnel. C'était comme si tous les aspects de ma vie étaient liés à ce cycle d'abus, une boule de neige de souffrance. Une nuit, en plein désespoir, j'ai décidé de fouiller dans des boîtes à la recherche de choses qui pourraient me distraire. Pendant que je traversais les choses, j'ai trouvé un journal intime que j'avais commencé à écrire pendant la relation. J'ai ouvert ces pages jaunies et j'ai été immédiatement transporté dans ces jours sombres. Ce que j'avais écrit m'a choqué. Les mots ont coulé comme une rivière, révélant la profondeur de ma souffrance et les manipulations que j'avais acceptées comme normales. Les choses ne vont pas si mal, avais-je écrit sur l'une des pages. Elle ne se soucie que de moi. L'ironie m'a frappé de plein fouet. Ce journal était un témoignage silencieux de la façon dont j'avais fait une erreur, de la façon dont le déni était devenu un mécanisme de défense. Les mots de Sarah sont devenus une chanson répétitive dans mon esprit. Et maintenant, en les lisant, je me suis rendu compte que ce cycle de contrôle n'était pas de l'amour, c'était la prison. La révélation du journal a été un tournant décisif. La tristesse qui m'envahissait commença à se mêler à une nouvelle perception. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre du passé. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, s'est transformée en une étape cruciale dans ma guérison. J'ai regardé le journal comme une carte qui traçait le chemin pour sortir du labyrinthe dans lequel je me trouvais. J'ai décidé que je devais changer. Il était temps de suivre une thérapie, de me connecter avec des amis qui étaient toujours prêts à me soutenir. À chaque nouvelle conversation, je me rendais compte que le fait de partager ma douleur ne me rendait pas faible. En fait, c'était un signe de force. Quand j'ai appelé le thérapeute, la voix au téléphone a sonné comme un rayon de lumière dans mon obscurité. Il ne savait pas qu'il m'aidait à réécrire mon histoire, à transformer la douleur en une impulsion de guérison. Le voyage ne serait pas facile. Chaque pas vers la guérison était accompagné d'ombres du passé, mais j'étais enfin prêt à affronter mes peurs. Le premier jour de thérapie a été rempli d'anxiété, mais en regardant dans les yeux du thérapeute, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Il m'a fait comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas de ma faute, que les paroles de Sarah n'étaient pas le reflet de ma valeur. Au fil du temps, j'ai appris l'art de me pardonner. La reprise n'a pas été une ligne droite, c'était une montagne russe d'émotions, mais chaque larme versée est devenue une partie de mon processus de guérison. J'ai découvert que le véritable amour n'est pas un cycle de douleur, mais un échange sain de respect et de soutien mutuel. En me remettant sur pied, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai redécouvert la joie dans des choses simples, comme aller me promener au soleil. La route fut longue avant que l'ombre de Sarah ne commence à s'estomper. Chaque jour qui passait, la douleur devenait un peu plus légère. La liberté que je recherchais n'était pas seulement l'absence de souffrance, mais la présence d'un nouveau moi, quelqu'un qui s'était enfin libéré des chaînes invisibles qui l'avaient maintenu coincé dans le passé. Avec l'aide d'amis et du thérapeute, j'ai décidé que je devais m'éloigner de la toxicité qui dominait autrefois ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de laisser Sarah derrière lui, il s'agissait de me trouver. Tel un phénix, je renaissais des cendres de la souffrance, et chaque respiration devenait une affirmation que j'étais digne d'amour, de respect et de bonheur. Au fil des mois, j'ai commencé à regarder l'avenir avec espoir.
La route était loin d'être parfaite, mais j'avais maintenant les outils dont j'avais besoin pour relever tous les défis qui pourraient se présenter. Chaque fois que les souvenirs de Sarah revenaient, je les confrontais, me souvenant de ce que j'avais appris. Je n'étais plus la victime qu'elle avait façonnée, j'étais une survivante, et mon histoire était encore en train de s'écrire. Ce fut un long chemin pour trouver la paix intérieure, mais à la fin, j'ai réalisé que le combat en valait la peine. En réécrivant mon passé, j'étais enfin prêt à aller de l'avant et à découvrir ce que la vie avait à offrir. C'était à moi d'embrasser la vraie liberté, et c'était une bataille que j'étais déterminé à gagner. Après la rupture avec Anja, une partie de moi s'est brisée et le monde autour de moi a perdu de son éclat. Ce qui était autrefois une relation dynamique, remplie de promesses et d'espoir, s'est maintenant transformé en cendres, et je me suis retrouvé piégé dans un cycle de ressentiment qui semblait ne pas avoir de fin. Anja m'a quitté pour être avec Chris, et la trahison n'était pas seulement une plaie ouverte, c'était un poison qui s'est répandu en moi, nourrissant un désir insatiable de vengeance. Je ne peux pas oublier le regard qu'elle lui a lancé. C'était comme si, en un instant, tout ce que nous avions construit ensemble se désintégrait, ne laissant qu'un écho de douleur. Pendant longtemps, je me suis considéré comme une personne charismatique et sociable. Mes amis avaient l'habitude de dire que j'avais le don d'éclairer les environnements avec un sourire ou une blague. Mais la lumière qui émanait de moi était maintenant éteinte, éclipsée par les ténèbres qui s'emparaient de mon cœur. La trahison d'Anja avait révélé un côté sombre de moi, une colère qui m'entraînait dans un abîme sans fin. J'avais besoin de surmonter cette colère, mais plus j'essayais, plus je me sentais tiré vers le bas, comme si je plongeais dans un puits sans fond. Une nuit, dans un moment de désespoir, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Quoi de plus satisfaisant que de regarder la vie d'Anja, maintenant qu'elle était avec quelqu'un d'autre? Le harcèlement est devenu une dépendance, un moyen pour moi d'avoir une certaine forme de contrôle sur la douleur qui me consumait. Je me suis assis dans des cafés près des endroits qu'elle fréquentait, la regardant de loin alors qu'elle s'amusait avec Chris. L'excitation de la voir heureuse à côté de quelqu'un d'autre était un poison que je me suis permis d'avaler, même si je savais que cela me rendait malade. Les nuits se sont transformées en un défilé d'obsessions. Mon cœur battait vite chaque fois que je la voyais sourire. C'était comme si j'étais un prédateur qui se cachait dans l'ombre, prêt à frapper. En la regardant, il remarqua des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Ses gestes, la façon dont ses yeux brillaient quand Chris parlait, tout cela me rendait furieux. J'ai essayé de me convaincre que l'observation était une forme de contrôle, mais la vérité était que je m'enfonçais plus profondément dans la douleur. Les semaines s'éternisaient et chaque jour semblait une éternité. Ce qui est autrefois un réconfort est devenu une prison. Je savais que je m'engageais dans un chemin sombre, mais l'idée d'affronter mes sentiments de trahison me paralysait. Au lieu de cela, j'ai laissé la colère dominer mon être. Le sentiment d'impuissance s'est rapidement transformé en une fureur dévastatrice. J'avais besoin de faire quelque chose, et chaque combat dans lequel je me suis engagé, chaque conflit dans lequel je me suis engagé, semblait me donner un sentiment de soulagement temporaire. Mes amis ont essayé de me prévenir, mais j'étais aveuglé par la colère et la douleur. Un soir, alors que je regardais Anja et Chris rire dans un bar, une vague de colère m'a envahi. J'étais incapable de me contrôler. Au lieu de m'en aller, j'ai décidé d'agir. Je suis entré dans le bar et en les voyant ensemble, l'adrénaline a commencé à couler dans mes veines. Une amie d'Anja était avec eux et en voyant leur bonheur, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approché de lui et dans un accès de rage, j'ai commencé une bagarre qui s'est terminée par mon expulsion du bar. Le goût du sang sur mes lèvres me rappelait à quel point j'étais au plus bas. Mais pour moi, ce moment était comme une victoire. J'avais fait quelque chose, même si c'était mal. Cet incident n'était que le début. Au fil des jours, je me suis de plus en plus impliqué dans des bagarres. Je me suis éloigné de mes amis, non pas parce que je le voulais, mais parce que la colère m'isolait.
À chaque confrontation, l'adrénaline me faisait me sentir vivant, mais ce sentiment était éphémère, rapidement remplacé par un vide encore plus profond. La limite a été franchie quand, dans un accès de rage, j'ai attaqué l'une des amies d'Anja dans un bar. Mon monde s'effondrait, et pourtant, je cherchais toujours un moyen de faire face à la douleur qui me consumait. Un soir, après une autre dispute, je suis rentré chez moi épuisé, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mes yeux étaient gonflés et mon esprit était confus, rempli de pensées contradictoires. Le combat ne m'avait pas apporté la satisfaction que j'avais imaginée. Au lieu de cela, cela n'avait fait qu'alimenter un cycle sans fin de douleur et de vengeance. À ce moment-là, alors que je regardais le plafond de ma chambre, j'ai réalisé que la vie que je menais était une caricature de qui j'étais vraiment. Qu'est-ce que je voulais? Vengeance? La réponse? Ces questions ont résonné dans mon esprit, et je n'ai pas trouvé de réponse. Chaque jour qui passait, je devenais plus éloigné de moi-même, et la lutte devenait le reflet de tout ce que je n'étais pas. La mèche s'est produite lorsque j'ai décidé de confronter Anja et Chris une fois pour toutes. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude, et le besoin d'une résolution est devenu insupportable. La rencontre était inévitable. Je savais que j'avais besoin de lui parler, de la confronter à tout ce qui s'était passé. Le destin m'a emmené dans un café où ils avaient l'habitude d'aller. Mon cœur battait la chamade quand je m'approchais. Ils étaient là, heureux, riant et échangeant des regards complices. La scène était insupportable, et la rage qui dormait en moi s'est réveillée comme une bête sauvage. Quand je me suis enfin approché, un silence pesant s'est emparé de la pièce. Chris m'a regardé, surpris, et Anja, en me voyant, s'est figée. « Nous devons parler, Anja, » dis-je, la voix tremblante, mêlant colère et douleur. Chris s'est levé, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai poussé à l'écart. Les mots sont sortis comme un tourbillon, et en un instant, tout ce que j'avais gardé s'est transformé en cris et en coups de poing. La scène a rapidement sombré dans le chaos. Des cris résonnaient dans le café sous les yeux des clients, choqués et incrédules. Personne n'a osé intervenir. Anja se tenait là, les yeux écarquillés, alors que je déversais des années de frustration sur eux. À chaque coup, une partie de moi se sentait soulagée, mais une autre partie hurlait de désespoir. Qu'est-ce que je faisais? J'étais exposé comme un animal blessé, et tout ce que j'avais fait ne m'avait rendu que plus vulnérable. La confrontation brutale s'est rapidement transformée en une scène chaotique. Les tables étaient renversées, et le bruit du verre brisé était assourdissant. L'adrénaline coulait dans mes veines, mais à mesure que le combat s'intensifiait, j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement contre Chris, je me battais contre moi-même. Au bout d'un moment, le combat s'est essoufflé et j'ai été repoussé. L'adrénaline a commencé à se dissiper et le silence s'est installé. J'ai regardé autour de moi et la réalité a commencé à s'installer. Qu'avais-je fait? La colère et la douleur qu'il portait n'ont pas été effacées. Elles s'étaient transformées en une cicatrice profonde et douloureuse. À ce moment-là, alors que je respirais fortement, j'ai réalisé que le chemin de la vengeance n'apportait que plus de douleur et de souffrance, non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Un regard de mépris traversa le visage d'Anja, et la tristesse dans ses yeux était presque palpable. En regardant Chris, j'ai vu la confusion et la colère, mais aussi l'inquiétude. Qu'est-ce que je me faisais à moi-même? Qu'étais-je devenu? Le combat ne m'avait pas seulement blessé physiquement, m'avait blessé émotionnellement. Au fond de moi, je savais que la seule chose que je détruisais, c'était moi-même. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de colère, c'étaient des larmes de douleur et de regret. Je voulais m'excuser, mais les mots ne sont pas sortis. La culpabilité s'est installée dans mon cœur comme un poids que je ne pouvais pas porter. Dans ce moment de clarté, j'ai décidé que je ne laisserais pas la douleur définir mon avenir. La scène s'est déroulée devant moi comme un film au ralenti. Alors qu'Anja et Chris s'éloignaient, un sentiment de vide m'a envahi. Comment en était-on arrivé là? Comment ai-je pu me laisser consumer par une haine si profonde qu'elle m'a transformé en monstre? La réponse était claire. J'avais laissé la douleur et la trahison me submerger. J'avais besoin d'aide, non pas par compassion, mais par nécessité.
Dans les jours qui ont suivi, la lutte interne s'est transformée en bataille. J'ai commencé à chercher des moyens de me reconnecter avec ma propre humanité. La transformation ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à faire face aux conséquences de mes actes. Chaque jour, je me souvenais de la douleur que j'avais causée à Anja et Chris, et la culpabilité pesait sur moi comme une ombre inéluctable. Au lieu de chercher à me venger, j'ai commencé à chercher la guérison. La première chose que j'ai faite a été de suivre une thérapie. Faire face aux démons intérieurs ne serait pas simple, mais la volonté de me guérir m'a poussé. À chaque séance, les mots étaient comme une libération, une façon d'affronter la douleur que j'avais gardée pendant si longtemps. Peu à peu, les blessures ont commencé à cicatriser, et j'ai réalisé que je pouvais trouver une nouvelle voie, loin de la colère qui m'avait piégé. Anja et Chris n'étaient pas les méchants de mon histoire. J'étais le protagoniste d'un complot autodestructeur. J'ai appris l'importance de lâcher prise, de libérer le passé et de permettre à la vie d'avancer. L'amour et l'amitié que j'avais perdus pouvaient être retrouvés, mais seulement si j'étais prêt à changer. Le vrai pouvoir n'était pas de se venger, mais de pardonner et d'apprendre des expériences douloureuses. Le chemin vers la guérison a été long et semé d'embûches, mais chaque pas m'a rapproché de qui je suis vraiment. La colère qui me consumait autrefois s'est maintenant transformée en une impulsion à grandir et à devenir une meilleure personne. La vie n'était plus une lutte, mais un voyage de découverte de soi. Anja et Chris, même s'ils étaient distants, sont devenus des symboles de mon passé, et je savais que je devais passer à autre chose, pas pour eux, mais pour moi-même. Et donc, alors que le soleil se couchait à l'horizon, j'ai réalisé que ce que je cherchais vraiment n'était pas la vengeance, mais la paix intérieure. J'étais enfin prête à lâcher prise sur le passé et à embrasser un avenir rempli d'espoir et d'amour, libéré des chaînes de douleur qui me liaient. J'ai toujours cru que l'amour était possessif. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir le protéger, prendre soin de lui à tout prix. Cependant, face à la fin de ma relation avec Mia, tout ce que je pensais savoir sur l'amour s'est effondré comme un château de cartes. Mia a été ma vie pendant 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Seattle, où elle travaillait comme barista. Son sourire illuminait la pièce, et chacun de ses rires était comme de la musique pour moi. Quand elle m'a quitté en disant qu'elle avait besoin d'espace, mon monde s'est effondré. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une malédiction. Ryan, j'ai besoin de liberté. Mais pour moi, la liberté sonnait comme l'abandon. En cette nuit fatidique, alors que le ciel était couvert de nuages épais, j'ai réalisé que j'étais dans une spirale d'autodestruction. Mia avait commencé à sortir avec un nouveau petit ami, un gars nommé Ethan, qui la faisait rire d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Ma jalousie, qui était autrefois une brise douce, s'est transformée en tempête. La possessivité que je pensais être de l'amour est devenue un poison qui a rongé mon âme. J'ai commencé à suivre Mia sur les réseaux sociaux. Chaque photo qu'elle publiait, chaque sur ses nouvelles aventures avec Ethan, me consumait. C'était comme si je regardais un film tragique, sans pouvoir intervenir. À chaque nouvelle réponse qu'elle donnait à un de ses commentaires, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans la poitrine. La jalousie grandissait comme un monstre en moi, avalant ma raison et tout vestige de santé mentale qui restait encore. Un après-midi, alors que je scrutais sa page, une impulsion désespérée m'envahit. J'ai décidé de confronter Mia. Mon esprit tournait avec 1000 pensées. Comment pourrais-je lui montrer que mon amour était sincère? Dans ma tête, j'avais besoin d'un spectacle. La première idée qui m'est venue à l'esprit est celle qui m'a conduit sur un chemin sombre. J'ai décidé de rencontrer un de ses amis, Daniel, qui m'a toujours semblé être une menace. Il était amical, toujours en train de rire et de faire des blagues. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que je voulais parler de Mia, qu'il y avait des choses que je devais clarifier. Il n'a pas hésité et a accepté de me rencontrer dans un bar voisin. Dès que je suis entré, je l'ai vu à une table, en train de boire une bière. L'endroit était vide, sauf pour nous deux. Ce à quoi je ne m'attendais pas,
c'est que la conversation prendrait rapidement une tournure folle. L'alcool a commencé à couler, et plus je buvais, plus les voix dans ma tête grandissaient. La possessivité et la jalousie sont devenues quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans un moment de fureur, quand il a ri à un souvenir de Mia, j'ai perdu la tête. Je me suis levé, j'ai frappé Daniel d'un coup de poing au visage, et la scène a rapidement tourné au chaos. Il tomba de sa chaise, et le sang commença à couler. L'adrénaline a traversé mon corps, et alors qu'il gémissait de douleur, j'ai réalisé que rien de tout cela ne pouvait montrer à Mia que je l'aimais. C'était un acte désespéré, et l'idée que la violence puisse l'impressionner était ridicule et grotesque. Les conséquences ont été dévastatrices. Au lieu de trouver une certaine satisfaction, ce que j'ai gagné, c'est un téléphone qui sonnait sans cesse. Des messages d'amis inquiets et la présence écrasante de la culpabilité. Mia ne voulait pas savoir pour moi. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait pas être défaite. J'étais seul, plongé dans un océan de regrets et d'isolement. Ce qui avait été autrefois un amour intense s'était transformé en prison et j'étais le geôlier de ma propre âme. Le point culminant de mon histoire s'est produit des semaines plus tard. Chaque soir, je décidais d'aller au bar où nous avions l'habitude d'aller. Mon cœur battait à tout rompre et une rage silencieuse me consumait. Quand je suis entré, j'ai vu Mia et Ethan ensemble, riant, comme si rien de ce qui s'était passé n'avait d'importance. La scène était un film d'horreur, un spectacle qui m'a donné l'impression d'être déchiré de l'intérieur. J'étais pris d'une impulsion incontrôlable. Le sentiment que je devais les affronter m'a submergé, comme si c'était le seul moyen de récupérer quelque chose de ce que j'avais perdu. Je me suis approché d'eux, chaque pas devenant un poids plus lourd. « Mia !» La voix est sortie de ma bouche comme un cri. Elle m'a regardé, et dans ses yeux il y avait de la surprise et une touche de peur. « Tu ne peux pas le garder !» La tension dans l'air était palpable. Le regard d'Ethan se transforma en défi. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ryan ?» demanda-t-il, avec un ton qui pouvait fendre l'air. Ce qui était censé être une dispute s'est transformé en un spectacle tragique. J'ai pointé du doigt Mia. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il n'est pas comme moi. Il ne t'aime pas vraiment. » La salle devint silencieuse. Les regards des autres clients étaient comme des couteaux plantés en moi. Mia était paralysée, et j'ai réalisé que les mots que je pensais être de l'amour étaient devenus du poison, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Puis, un moment de clarté m'a frappé. C'était comme si une lumière s'était allumée dans mon esprit, illuminant tout ce que j'avais ignoré. La possessivité n'était pas l'amour, c'était de l'égoïsme. Mon désir de contrôler Mia et le besoin de l'avoir à mes côtés sont devenus un fardeau, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Ce que je faisais était une erreur, une grosse erreur. Je suis rentré chez moi ce soir-là, non pas avec un sentiment de victoire, mais avec un sentiment de défaite. Ce que j'avais essayé d'accomplir avait disparu. L'amour que je pensais pouvoir protéger l'a détruite. Le matin venu, j'ai su que je devais changer. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais peut-être y avait-il un moyen de me racheter. La décision de demander de l'aide a été une étape importante dans ma vie. Je suis allé voir un thérapeute, quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre mes sentiments et mes comportements. C'était une étape difficile, mais j'ai réalisé que le changement était nécessaire. Parler de la douleur, de la possessivité et des peurs qui m'ont conduit à ce point a été la première étape pour comprendre que l'amour sain n'implique pas le contrôle, mais le respect et la liberté. Les semaines ont passé et le chemin a été semé d'embûches. La lutte contre mes instincts de possessivité et de jalousie était intense, mais j'ai appris que le véritable amour est un espace sûr où tout le monde peut grandir. J'ai appris qu'il est possible d'aimer quelqu'un sans vouloir le posséder. Au fond de moi, j'ai réalisé que l'amour est un acte de liberté, pas une prison. Pendant ce temps, Mia et Ethan ont continué leur vie. Je ne sais pas s'ils sont ensemble aujourd'hui, mais je sais que je n'ai plus l'envie d'intervenir. La possessivité m'a détruite, mais en même temps, elle m'a donné une nouvelle perspective sur l'amour. Ce qui était autrefois un cercle vicieux de jalousie et d'obsession est maintenant devenu une leçon douloureuse mais nécessaire. Au lieu de me perdre dans la possessivité,
J'apprends à aimer de manière saine, à comprendre que chacun a son propre espace et sa propre liberté. Le chemin vers la guérison est long, mais je m'engage maintenant à parcourir ce chemin, dans l'espoir qu'un jour je pourrai vraiment aimer, sans chaîne ni prison. La mort de Laetitia a été un coup dévastateur. Depuis ce jour fatidique, ma vie s'est transformée en un vide suffocant. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée. Laetitia a toujours été la lumière de ma vie, la seule qui savait me faire sourire, même dans les jours les plus sombres. Maintenant, tout ce qui me restait, c'était l'obscurité. Dans les jours qui ont suivi sa mort, j'étais incapable d'accepter qu'elle était vraiment partie. Un matin, alors que j'étais encore coincé dans la routine du deuil, j'ai reçu un SMS. Quand j'ai vu son nom à l'écran, mon cœur s'est emballé. C'était un message simple, mais le sentiment qui m'enveloppait était inexplicable. Vous souvenez-vous de notre endroit préféré? Cette question m'a frappé comme une flèche. Comment cela pourrait-il être possible? Laetitia n'était plus là. Cependant, les messages ont continué à arriver. À chaque nouvelle notification, mon cœur bondissait. Il ne s'agissait pas de messages ordinaires, c'étaient des secrets que seule Laetitia pouvait connaître. Vous vous souvenez de la fois où nous avons trouvé ce chien dans la rue? J'ai toujours aimé sa façon de s'occuper des animaux. Comment pouvait-elle le savoir? À ce moment-là, je ne pouvais pas distinguer si je vivais une hallucination ou si la réalité était sur le point de se révéler d'une manière terrifiante. La douleur de la perte se mêlait à l'espoir absurde que, d'une manière ou d'une autre, elle était toujours avec moi. Déterminé à découvrir la vérité, je me suis plongé dans mes souvenirs. J'ai revécu chaque moment que nous avons passé ensemble, comme si je cherchais des indices dans un labyrinthe émotionnel. Chaque message que j'arrivais me faisait douter de ma santé mentale. Est-ce que je devenais fou? La frontière entre la réalité et l'illusion est devenue de plus en plus floue. Qu'est-ce que je voulais, en fait? J'avais besoin de comprendre ce qui lui était arrivé, mais en même temps, j'avais l'impression que ces messages me gardaient coincé dans sa mémoire. La recherche de réponses m'a amené à me confronter à des amis et des connaissances proches de Laetitia. Une visite chez un vieil ami, Ricardo, m'a rendu encore plus mal à l'aise. Il semblait mal à l'aise lorsque j'ai mentionné les messages. Tu dois arrêter d'y penser, Philippe. Parfois, le chagrin nous fait voir des choses qui n'existent pas. Ces mots ont résonné dans mon esprit, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que tout le monde était prêt à me dire. La pression augmentait. J'avais besoin de réponses. À chaque message reçu, je ressentais un mélange d'espoir et de désespoir. Laetitia, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Demandai-je à haute voix, comme si elle pouvait entendre. Les messages sont devenus plus dérangeants, révélant des secrets que je n'ai jamais connus. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, Philippe. Le monde est plus sombre que vous ne le pensez. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais enquêter davantage. À chaque pas que je faisais, je me sentais plus proche d'un abîme. J'avais besoin de découvrir la vérité sur Laetitia et sa mort, même si cela signifiait affronter mes pires peurs. J'ai commencé à demander à tout le monde autour de moi, jusqu'à ce qu'une conversation informelle avec l'amie de Laetitia, Juliana, me laisse sans voix. Elle n'en a jamais parlé à personne, mais il y avait quelque chose qui la poursuivait, a-t-elle dit, évitant de me regarder dans les yeux. Quelque chose du passé qui n'a jamais été résolu. Le désespoir s'empara de moi. Comment Laetitia a-t-elle pu garder des secrets aussi profonds? En enquêtant davantage sur son passé, j'ai commencé à réaliser que la mort de Laetitia n'avait pas été un simple accident. Les messages étaient une porte vers quelque chose de beaucoup plus sombre. En confrontant chaque ami proche, je me suis rendu compte que tout le monde semblait cacher quelque chose. Les révélations étaient de plus en plus obscures et je me retrouvais dans un labyrinthe sans issue. À ce moment-là, mon esprit était rempli de suspicions. Qui était derrière ces messages? La réponse est venue comme un coup de poing dans l'estomac. Un étranger qui avait un lien troublant avec le passé de Laetitia était derrière tout cela. J'ai été entraîné dans un jeu psychologique, où chaque message devenait une arme, chaque secret une torture.
Le point culminant s'est produit lors d'une rencontre tendue, où la vérité s'est révélée comme un coup de poignard. L'étranger n'a pas seulement manipulé ma douleur, mais il a utilisé les souvenirs de Laetitia contre moi. La colère et la trahison sont devenus un tourbillon d'émotions. Il cherchait quelque chose qui appartenait à Laetitia, quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre complètement. Avec cette révélation, j'ai réalisé que la vraie bataille n'était pas seulement contre l'inconnu qui avait hanté ma vie, mais contre la douleur qui me maintenait coincé dans le passé. J'avais besoin de faire face à cette nouvelle réalité. La manipulation et la douleur sont devenues insupportables. Au cours d'un moment de clarté, j'ai compris que ces messages, plutôt que de me réconforter, ne faisaient que prolonger ma souffrance. Le moment est venu de prendre une décision. La vérité, c'est que même si je le voulais, Laetitia ne reviendrait jamais. Les souvenirs que j'ai gardés étaient tout ce que j'avais, et j'avais besoin d'apprendre à vivre avec. J'ai commencé à me libérer de la douleur, comprenant que la guérison ne viendrait pas de la recherche de réponses extérieures, mais de la reconnaissance que la douleur fait partie de la vie. J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose, même si cela signifiait laisser Laetitia derrière moi. Cette nuit-là, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu les messages s'accumuler. Assez. D'un geste déterminé, j'ai effacé tous les messages, comme un rituel d'adieu. La lumière de Laetitia s'est peut-être éteinte, mais les leçons que j'ai apprises d'elle sont restées. J'ai commencé à marcher sur un nouveau chemin, un chemin où la douleur est devenue une partie de mon histoire, mais ne l'a pas définie. C'est ainsi que le cœur lourd mais déterminé, j'ai commencé à chercher l'espoir dans une aube nouvelle. Camille Dupont, à l'âge de 28 ans, a vécu la vie que beaucoup considéraient comme idéale. Elle était indépendante, une professionnelle prospère et avait un cercle d'amis qui la soutenaient inconditionnellement. Cependant, l'apparence du bonheur était fragile. Après la fin d'une relation toxique avec Julien, un homme qui avait laissé des marques profondes sur sa psyché, elle s'est retrouvée piégée dans un réseau de souvenirs qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les souvenirs de Julien la suivaient comme des ombres, et les messages étranges qui commençaient à inonder son téléphone portable étaient un tourment constant qui l'obligeait à revisiter ce chapitre sombre de sa vie. Le premier texte est arrivé un jour ordinaire, alors que Camille essayait de passer à autre chose. Le téléphone portable a vibré, et alors qu'elle regardait, son cœur s'est emballé. « Tu ne peux pas m'échapper ». Elle pensait pouvoir ignorer le message, mais chaque nouvel avertissement lui semblait être un écho de la voix de Julien, lui rappelant des moments où sa vie était dominée par ses exigences et ses manipulations. Cette voix qui lui avait précédemment dit quoi faire murmurait maintenant des poisons sur la fragilité de sa santé mentale. Au cours des jours suivants, les messages ont continué à apparaître, tout plus troublants les uns que les autres. « Tu te souviens de la dernière fois que tu m'as laissé tomber » ou « Penses-tu vraiment que tu peux être heureux sans moi ?» Camille s'est retrouvée à revivre des moments qu'elle a essayé d'enterrer, les disputes interminables, les jours où elle avait l'impression que ce n'était pas assez. Tout est revenu à la surface comme si un film horrible jouait dans son esprit et qu'elle ne pouvait pas l'éteindre. Elle a essayé d'ignorer les messages, mais sa vie a commencé à s'effondrer. Elle avait l'impression d'être dans une prison invisible. À chaque notification qui arrivait, un déclic lui faisait revivre les moments traumatisants qu'ils avaient vécus ensemble. Cette routine de torture psychologique l'isolait de ses amis et de sa famille. Autour d'un café, l'une de ses amies, Élise, a remarqué son état. « Camille, tu n'as pas l'air bien. Que se passe-t-il » La question l'a prise par surprise. Elle avait envie de crier, de tout dire, mais les mots n'ont pas réussi. Au lieu de cela, il se contenta de sourire, cachant son angoisse. Déterminée à trouver une solution, Camille a décidé de revisiter les lieux qu'il fréquentait auparavant. Chaque endroit l'a reçu comme un rappel vivant de ce qu'elle avait perdu. Le café où ils riaient ensemble, le parc où ils passaient l'après-midi à discuter de l'avenir, chaque pas la menait dans une mer de flashbacks troublants. Des arguments qui semblaient insignifiants à l'époque se sont transformés en monstres dans son esprit.
Les comportements obsessionnels de Julien, qu'elle avait ignorés comme un aspect passager de son amour, se révélaient être des bastions de contrôle et de possession. Alors qu'elle marchait dans le parc, la brise fraîche n'était pas suffisante pour la calmer. Elle a vu un couple s'étreindre et a senti une boule dans sa gorge. Ses mains tremblaient en se rappelant comment Julien la traitait comme une marionnette, tirant sur les cordes de son cœur. Camille baissa les yeux vers le sol, à deux doigts de tout abandonner, lorsqu'elle décida de s'asseoir sur un banc, laissant des larmes silencieuses couler sur son visage. Là, sur ce banc, le souvenir d'une discussion spécifique a émergé clairement. Il l'a accusée d'être ingrate, de ne pas apprécier ce qu'il a fait pour elle. La confusion de ces mots la consumait. Elle ressentait la pression du contrôle que Julien avait sur sa vie. Cette prise de conscience la poussait plus loin dans la spirale de la paranoïa. Qu'est-ce qui était réel? Quel était le fruit de son esprit ébranlé? Alors que les souvenirs s'accumulaient, Camille a réalisé qu'elle n'était pas seule. La vue de Julien la tourmentait, mais la vraie bataille était en elle. Il a alors décidé de parler à des amis, révélant ses expériences. Ce qui a commencé comme une conversation informelle s'est transformé en une explosion intense. Ses amis, en entendant ces histoires, ont commencé à partager leurs expériences avec Julien. Des révélations sur son côté obscur ont commencé à émerger, un réseau de manipulation que Camille n'avait jamais remarqué. Un ami m'a confié qu'après l'avoir rencontré, il a ressenti un étrange changement dans sa propre perception de Camille. Il l'affectait plus qu'elle ne le pensait. Ces conversations ont été un moment décisif pour Camille. Chaque mot de soutien l'a aidé à reconstituer le puzzle de la manipulation émotionnelle que Julien avait réalisé. Elle a commencé à se rendre compte du contrôle qu'il avait sur sa vie. Les messages qu'elle a reçus n'étaient pas seulement des mots d'un ex-petit ami, c'étaient des tentatives de contrôle qui l'ont maintenue coincée dans le passé. Cette nouvelle prise de conscience a allumé une étincelle de force en elle. Avec cette nouvelle compréhension, Camille a décidé qu'elle devait confronter Julien. Il y avait un poids d'incertitude dans son cœur, mais elle était déterminée à se libérer une fois pour toutes. Le jour où elle a décidé de le confronter, la tension était dans l'air. Elle se sentait comme un papillon sur le point de sortir de sa chrysalide, mais le doute murmurait toujours dans son esprit. Et s'il la dominait à nouveau? La rencontre a eu lieu dans un lieu neutre, un bar où ils se sont retrouvés. L'endroit était plein de souvenirs, et quand elle l'a vu, une vague d'émotion l'a frappée. Julien avait ce sourire qu'il avait autrefois enchanté, mais qui n'était plus qu'un symbole de manipulation et de douleur. « Camille, combien de temps? Tu as l'air différent, » a-t-il dit, d'une voix qui débordait de charme. « Je suis différente, » a-t-elle répondu plus fermement qu'elle ne l'avait prévu, et pas de la manière dont vous pensez. La conversation s'est rapidement tendue. Camille expose ses chagrins, ses douleurs et les messages troublants qui la hantent. Elle parlait des révélations qu'elle avait entendues de la part d'amis, du contrôle qu'il avait sur sa vie. Chaque mot était un coup au masque de Julien. Il l'écouta avec un regard qui allait du dédain à la colère. « Vous ne pouvez pas simplement effacer ce que nous étions, » a-t-il dit, avec le sang-froid d'un homme qui croyait encore avoir du pouvoir sur elle. « Je fais partie de toi. » À ce moment-là, Camille réalise la vérité la plus douloureuse. Julien n'a de pouvoir sur elle que tant qu'elle le permet. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais elle pouvait décider de ne plus en porter le poids. « Je ne suis plus à toi. Vous ne pouvez pas me contrôler. » Ces messages n'ont aucun pouvoir sur moi. Le courage résonnait dans sa voix. Et en s'éloignant, il ressentit la légèreté d'avoir affronté ses peurs. À chaque pas, la certitude qu'elle n'était pas seule et que ses amis la soutenaient lui donnait de la force. Julien ne serait plus une ombre dans sa vie. Les messages continueraient d'arriver, mais maintenant Camille était prête. Elle savait qu'elle devait faire face à ce qui allait arriver et qu'elle avait le choix de ne pas le laisser la définir. Elle était devenue plus forte et plus confiante, reconnaissant que la vraie bataille n'était pas contre Julien, mais plutôt contre les souvenirs et les fantômes que la relation avait laissés. Le choix de ne pas lui permettre d'avoir plus de pouvoir sur sa vie s'est transformé en un acte de libération.
Camille était prête à aller de l'avant, enfin libérée des chaînes du passé. C'était un matin nuageux lorsque les premiers souvenirs de Sarah ont commencé à me tourmenter l'esprit. La rupture était encore un fantôme, une ombre qui planait sur moi, et je me sentais complètement perdu dans un sombre labyrinthe d'émotions. Alex Brandt, 30 ans, s'est toujours efforcé d'être le partenaire idéal. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que cette recherche incessante d'approbation m'avait consumé, m'avait emmené dans un endroit sombre, où la douleur et le désespoir étaient devenus mes seuls compagnons. Sarah n'était pas seulement une petite amie, c'était un cercle vicieux d'amour et de douleur, de manipulation et de contrôle. Au fil des ans, ces chuchotements sont devenus une chanson de fond constante dans ma vie. « On n'est jamais assez bon », disait-elle, et alors que ces mots se fixaient dans mon esprit, je me suis retrouvé à plonger de plus en plus profondément dans sa toile. Ce qui semblait initialement être de l'amour s'est transformé en une forme insidieuse de violence psychologique. À la fin, il ne restait plus qu'un écho assourdissant de ces paroles cruelles. Isolé chez moi, je me laisse consumer par la solitude. Je regardais les heures passer en regardant par la fenêtre, regardant la pluie couler sur les fenêtres, un reflet de la tempête qui se déroulait en moi. Plutôt que de chercher de l'aide, j'ai choisi de rester emprisonné, comme une prisonnière dans mon esprit. Chaque souvenir de Sarah était comme un coup, et ce souvenir de ses sourires devenait un tourment, car chaque bon moment était souvent suivi d'une dose de cruauté qui me laissait les pieds sur terre. C'est lors d'un de ces après-midi maussades que j'ai décidé de revivre les bons moments. Je me suis souvenu comment tout avait commencé, l'étincelle dans ses yeux quand elle souriait. Mais je me suis vite rendu compte que cette nostalgie était profondément enracinée dans un cycle de contrôle. Il y avait des moments où je la faisais rire, mais ils étaient si fugaces par rapport aux jours où je me sentais petite, impuissante, comme si j'étais piégé dans une prison invisible. L'idée de liberté s'éloignait de plus en plus, et je me trouvais dans un état de désespoir. L'environnement dans lequel il vivait est devenu oppressant. Les murs de ma maison semblaient se refermer sur moi, tandis que les souvenirs des pires moments passés ensemble résonnaient dans mon cerveau. La façon dont Sarah me regardait avec dédain, les nuits où ses critiques m'empêchaient de dormir, tout cela est devenu un cercle vicieux que je ne pouvais pas briser. Des amis que j'avais autrefois échangés m'avaient fait rire, et des moments heureux s'étaient séparés, et les opportunités d'emploi s'étaient évaporées alors que je sombrais dans un abîme émotionnel. C'était comme si tous les aspects de ma vie étaient liés à ce cycle d'abus, une boule de neige de souffrance. Une nuit, en plein désespoir, j'ai décidé de fouiller dans des boîtes à la recherche de choses qui pourraient me distraire. Pendant que je traversais les choses, j'ai trouvé un journal intime que j'avais commencé à écrire pendant la relation. J'ai ouvert ces pages jaunies et j'ai été immédiatement transporté dans ces jours sombres. Ce que j'avais écrit m'a choqué. Les mots ont coulé comme une rivière, révélant la profondeur de ma souffrance et les manipulations que j'avais acceptées comme normales. « Les choses ne vont pas si mal », avais-je écrit sur l'une des pages. « Elle ne se soucie que de moi. » L'ironie m'a frappé de plein fouet. Ce journal était un témoignage silencieux de la façon dont j'avais fait une erreur, de la façon dont le déni était devenu un mécanisme de défense. Les mots de Sarah sont devenus une chanson répétitive dans mon esprit. Et maintenant, en les lisant, je me suis rendu compte que ce cycle de contrôle n'était pas de l'amour, c'était la prison. La révélation du journal a été un tournant décisif. La tristesse qui m'envahissait commença à se mêler à une nouvelle perception. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre du passé. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, s'est transformée en une étape cruciale dans ma guérison. J'ai regardé le journal comme une carte qui traçait le chemin pour sortir du labyrinthe dans lequel je me trouvais. J'ai décidé que je devais changer. Il était temps de suivre une thérapie, de me connecter avec des amis qui étaient toujours prêts à me soutenir. À chaque nouvelle conversation, je me rendais compte que le fait de partager ma douleur ne me rendait pas faible. En fait, c'était un signe de force. Quand j'ai appelé le thérapeute,
La voix au téléphone a sonné comme un rayon de lumière dans mon obscurité. Il ne savait pas qu'il m'aidait à réécrire mon histoire, à transformer la douleur en une impulsion de guérison. Le voyage ne serait pas facile. Chaque pas vers la guérison était accompagné d'ombres du passé, mais j'étais enfin prêt à affronter mes peurs. Le premier jour de thérapie a été rempli d'anxiété, mais en regardant dans les yeux du thérapeute, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Il m'a fait comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas de ma faute, que les paroles de Sarah n'étaient pas le reflet de ma valeur. Au fil du temps, j'ai appris l'art de me pardonner. La reprise n'a pas été une ligne droite, c'était une montagne russe d'émotions, mais chaque larme versée est devenue une partie de mon processus de guérison. J'ai découvert que le véritable amour n'est pas un cycle de douleur, mais un échange sain de respect et de soutien mutuel. En me remettant sur pied, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai redécouvert la joie dans des choses simples, comme aller me promener au soleil. La route fut longue avant que l'ombre de Sarah ne commence à s'estomper. Chaque jour qui passait, la douleur devenait un peu plus légère. La liberté que je recherchais n'était pas seulement l'absence de souffrance, mais la présence d'un nouveau moi, quelqu'un qui s'était enfin libéré des chaînes invisibles qui l'avaient maintenu coincé dans le passé. Avec l'aide d'amis et du thérapeute, j'ai décidé que je devais m'éloigner de la toxicité qui dominait autrefois ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de laisser Sarah derrière lui, il s'agissait de me trouver. Tel un phénix, je renaissais des cendres de la souffrance, et chaque respiration devenait une affirmation que j'étais digne d'amour, de respect et de bonheur. Au fil des mois, j'ai commencé à regarder l'avenir avec espoir. La route était loin d'être parfaite, mais j'avais maintenant les outils dont j'avais besoin pour relever tous les défis qui pourraient se présenter. Chaque fois que les souvenirs de Sarah revenaient, je les confrontais, me souvenant de ce que j'avais appris. Je n'étais plus la victime qu'elle avait façonnée, j'étais une survivante, et mon histoire était encore en train de s'écrire. Ce fut un long chemin pour trouver la paix intérieure, mais à la fin, j'ai réalisé que le combat en valait la peine. En réécrivant mon passé, j'étais enfin prêt à aller de l'avant et à découvrir ce que la vie avait à offrir. C'était à moi d'embrasser la vraie liberté, et c'était une bataille que j'étais déterminé à gagner. Après la rupture avec Anja, une partie de moi s'est brisée et le monde autour de moi a perdu de son éclat. Ce qui était autrefois une relation dynamique, remplie de promesses et d'espoir, s'est maintenant transformé en cendres et je me suis retrouvé piégé dans un cycle de ressentiment qui semblait ne pas avoir de fin. Anja m'a quitté pour être avec Chris et la trahison n'était pas seulement une plaie ouverte, c'était un poison qui s'est répandu en moi, nourrissant un désir insatiable de vengeance. Je ne peux pas oublier le regard qu'elle lui a lancé. C'était comme si, en un instant, tout ce que nous avions construit ensemble se désintégrait, ne laissant qu'un écho de douleur. Pendant longtemps, je me suis considéré comme une personne charismatique et sociable. Mes amis avaient l'habitude de dire que j'avais le don d'éclairer les environnements avec un sourire ou une blague. Mais la lumière qui émanait de moi était maintenant éteinte, éclipsée par les ténèbres qui s'emparaient de mon cœur. La trahison d'Anja avait révélé un côté sombre de moi, une colère qui m'entraînait dans un abîme sans fin. J'avais besoin de surmonter cette colère, mais plus j'essayais, plus je me sentais tiré vers le bas, comme si je plongeais dans un puits sans fond. Une nuit, dans un moment de désespoir, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Quoi de plus satisfaisant que de regarder la vie d'Anja, maintenant qu'elle était avec quelqu'un d'autre? Le harcèlement est devenu une dépendance, un moyen pour moi d'avoir une certaine forme de contrôle sur la douleur qui me consumait. Je me suis assis dans des cafés près des endroits qu'elle fréquentait, la regardant de loin alors qu'elle s'amusait avec Chris. L'excitation de la voir heureuse à côté de quelqu'un d'autre était un poison que je me suis permis d'avaler, même si je savais que cela me rendait malade. Les nuits se sont transformées en un défilé d'obsessions. Mon cœur battait vite chaque fois que je la voyais sourire. C'était comme si j'étais un prédateur qui se cachait dans l'ombre, prêt à frapper. En la regardant,
il remarqua des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Ses gestes, la façon dont ses yeux brillaient quand Chris parlait, tout cela me rendait furieux. J'ai essayé de me convaincre que l'observation était une forme de contrôle, mais la vérité était que je m'enfonçais plus profondément dans la douleur. Les semaines s'éternisaient et chaque jour semblait une éternité. Ce qui est autrefois un réconfort est devenu une prison. Je savais que je m'engageais dans un chemin sombre, mais l'idée d'affronter mes sentiments de trahison me paralysait. Au lieu de cela, j'ai laissé la colère dominer mon être. Le sentiment d'impuissance s'est rapidement transformé en une fureur dévastatrice. J'avais besoin de faire quelque chose, et chaque combat dans lequel je me suis engagé, chaque conflit dans lequel je me suis engagé, semblait me donner un sentiment de soulagement temporaire. Mes amis ont essayé de me prévenir, mais j'étais aveuglé par la colère et la douleur. Un soir, alors que je regardais Anja et Chris rire dans un bar, une vague de colère m'a envahi. J'étais incapable de me contrôler. Au lieu de m'en aller, j'ai décidé d'agir. Je suis entré dans le bar et en les voyant ensemble, l'adrénaline a commencé à couler dans mes veines. Une amie d'Anja était avec eux et en voyant leur bonheur, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approché de lui et dans un accès de rage, j'ai commencé une bagarre qui s'est terminée par mon expulsion du bar. Le goût du sang sur mes lèvres me rappelait à quel point j'étais au plus bas. Mais pour moi, ce moment était comme une victoire. J'avais fait quelque chose, même si c'était mal. Cet incident n'était que le début. Au fil des jours, je me suis de plus en plus impliqué dans des bagarres. Je me suis éloigné de mes amis, non pas parce que je le voulais, mais parce que la colère m'isolait. À chaque confrontation, l'adrénaline me faisait me sentir vivant, mais ce sentiment était éphémère, rapidement remplacé par un vide encore plus profond. La limite a été franchie quand, dans un accès de rage, j'ai attaqué l'une des amies d'Anja dans un bar. Mon monde s'effondrait, et pourtant, je cherchais toujours un moyen de faire face à la douleur qui me consumait. Un soir, après une autre dispute, je suis rentré chez moi épuisé, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mes yeux étaient gonflés et mon esprit était confus, rempli de pensées contradictoires. Le combat ne m'avait pas apporté la satisfaction que j'avais imaginée. Au lieu de cela, cela n'avait fait qu'alimenter un cycle sans fin de douleur et de vengeance. À ce moment-là, alors que je regardais le plafond de ma chambre, j'ai réalisé que la vie que je menais était une caricature de qui j'étais vraiment. Qu'est-ce que je voulais? Vengeance? La réponse? Ces questions ont résonné dans mon esprit, et je n'ai pas trouvé de réponse. Chaque jour qui passait, je devenais plus éloigné de moi-même, et la lutte devenait le reflet de tout ce que je n'étais pas. La mèche s'est produite lorsque j'ai décidé de confronter Anja et Chris une fois pour toutes. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude, et le besoin d'une résolution est devenu insupportable. La rencontre était inévitable. Je savais que j'avais besoin de lui parler, de la confronter à tout ce qui s'était passé. Le destin m'a emmené dans un café où ils avaient l'habitude d'aller. Mon cœur battait la chamade quand je m'approchais. Ils étaient là, heureux, riant et échangeant des regards complices. La scène était insupportable, et la rage qui dormait en moi s'est réveillée comme une bête sauvage. Quand je me suis enfin approché, un silence pesant s'est emparé de la pièce. Chris m'a regardé, surpris, et Anja, en me voyant, s'est figée. « Nous devons parler, Anja, » dis-je, la voix tremblante, mêlant colère et douleur. Chris s'est levé, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai poussé à l'écart. Les mots sont sortis comme un tourbillon, et en un instant, tout ce que j'avais gardé s'est transformé en cris et en coups de poing. La scène a rapidement sombré dans le chaos. Des cris résonnaient dans le café sous les yeux des clients, choqués et incrédules. Personne n'a osé intervenir. Anja se tenait là, les yeux écarquillés, alors que je déversais des années de frustration sur eux. À chaque coup, une partie de moi se sentait soulagée, mais une autre partie hurlait de désespoir. Qu'est-ce que je faisais? J'étais exposé comme un animal blessé, et tout ce que j'avais fait ne m'avait rendu que plus vulnérable. La confrontation brutale s'est rapidement transformée en une scène chaotique. Les tables étaient renversées, et le bruit du verre brisé était assourdissant. L'adrénaline coulait dans mes veines, mais à mesure que le combat s'intensifiait,
J'ai réalisé que je ne me battais pas seulement contre Chris, je me battais contre moi-même. Au bout d'un moment, le combat s'est essoufflé et j'ai été repoussé. L'adrénaline a commencé à se dissiper et le silence s'est installé. J'ai regardé autour de moi et la réalité a commencé à s'installer. Qu'avais-je fait? La colère et la douleur qu'il portait n'ont pas été effacées. Elles s'étaient transformées en une cicatrice profonde et douloureuse. À ce moment-là, alors que je respirais fortement, j'ai réalisé que le chemin de la vengeance n'apportait que plus de douleur et de souffrance, non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Un regard de mépris traversa le visage d'Anja, et la tristesse dans ses yeux était presque palpable. En regardant Chris, j'ai vu la confusion et la colère, mais aussi l'inquiétude. Qu'est-ce que je me faisais à moi-même? Qu'étais-je devenu? Le combat ne m'avait pas seulement blessé physiquement, m'avait blessé émotionnellement. Au fond de moi, je savais que la seule chose que je détruisais, c'était moi-même. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de colère, c'étaient des larmes de douleur et de regret. Je voulais m'excuser, mais les mots ne sont pas sortis. La culpabilité s'est installée dans mon cœur comme un poids que je ne pouvais pas porter. Dans ce moment de clarté, j'ai décidé que je ne laisserais pas la douleur définir mon avenir. La scène s'est déroulée devant moi comme un film au ralenti. Alors qu'Anja et Chris s'éloignaient, un sentiment de vide m'a envahi. Comment en était-on arrivé là? Comment ai-je pu me laisser consumer par une haine si profonde qu'elle m'a transformé en monstre? La réponse était claire. J'avais laissé la douleur et la trahison me submerger. J'avais besoin d'aide, non pas par compassion, mais par nécessité. Dans les jours qui ont suivi, la lutte interne s'est transformée en bataille. J'ai commencé à chercher des moyens de me reconnecter avec ma propre humanité. La transformation ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à faire face aux conséquences de mes actes. Chaque jour, je me souvenais de la douleur que j'avais causée à Anja et Chris, et la culpabilité pesait sur moi comme une ombre inéluctable. Au lieu de chercher à me venger, j'ai commencé à chercher la guérison. La première chose que j'ai faite a été de suivre une thérapie. Faire face aux démons intérieurs ne serait pas simple, mais la volonté de me guérir m'a poussé. À chaque séance, les mots étaient comme une libération, une façon d'affronter la douleur que j'avais gardée pendant si longtemps. Peu à peu, les blessures ont commencé à cicatriser, et j'ai réalisé que je pouvais trouver une nouvelle voie, loin de la colère qui m'avait piégé. Anja et Chris n'étaient pas les méchants de mon histoire. J'étais le protagoniste d'un complot autodestructeur. J'ai appris l'importance de lâcher prise, de libérer le passé et de permettre à la vie d'avancer. L'amour et l'amitié que j'avais perdus pouvaient être retrouvés, mais seulement si j'étais prêt à changer. Le vrai pouvoir n'était pas de se venger, mais de pardonner et d'apprendre des expériences douloureuses. Le chemin vers la guérison a été long et semé d'embûches, mais chaque pas m'a rapproché de qui je suis vraiment. La colère qui me consumait autrefois s'est maintenant transformée en une impulsion à grandir et à devenir une meilleure personne. La vie n'était plus une lutte, mais un voyage de découverte de soi. Anja et Chris, même s'ils étaient distants, sont devenus des symboles de mon passé, et je savais que je devais passer à autre chose, pas pour eux, mais pour moi-même. Et donc, alors que le soleil se couchait à l'horizon, j'ai réalisé que ce que je cherchais vraiment n'était pas la vengeance, mais la paix intérieure. J'étais enfin prête à lâcher prise sur le passé et à embrasser un avenir rempli d'espoir et d'amour, libéré des chaînes de douleur qui me liaient. J'ai toujours cru que l'amour était possessif. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir le protéger, prendre soin de lui à tout prix. Cependant, face à la fin de ma relation avec Mia, tout ce que je pensais savoir sur l'amour s'est effondré comme un château de cartes. Mia a été ma vie pendant 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Seattle, où elle travaillait comme barista. Son sourire illuminait la pièce, et chacun de ses rires était comme de la musique pour moi. Quand elle m'a quitté en disant qu'elle avait besoin d'espace, mon monde s'est effondré. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une malédiction. Ryan,
j'ai besoin de liberté. Mais pour moi, la liberté sonnait comme l'abandon. En cette nuit fatidique, alors que le ciel était couvert de nuages épais, j'ai réalisé que j'étais dans une spirale d'autodestruction. Mia avait commencé à sortir avec un nouveau petit ami, un gars nommé Ethan, qui la faisait rire d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Ma jalousie, qui était autrefois une brise douce, s'est transformée en tempête. La possessivité que je pensais être de l'amour est devenue un poison qui a rongé mon âme. J'ai commencé à suivre Mia sur les réseaux sociaux. Chaque photo qu'elle publiait, chaque sur ses nouvelles aventures avec Ethan, me consumait. C'était comme si je regardais un film tragique, sans pouvoir intervenir. À chaque nouvelle réponse qu'elle donnait à un de ses commentaires, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans la poitrine. La jalousie grandissait comme un monstre en moi, avalant ma raison et tout vestige de santé mentale qui restait encore. Un après-midi, alors que je scrutais sa page, une impulsion désespérée m'envahit. J'ai décidé de confronter Mia. Mon esprit tournait avec 1000 pensées. Comment pourrais-je lui montrer que mon amour était sincère? Dans ma tête, j'avais besoin d'un spectacle. La première idée qui m'est venue à l'esprit est celle qui m'a conduit sur un chemin sombre. J'ai décidé de rencontrer un de ses amis, Daniel, qui m'a toujours semblé être une menace. Il était amical, toujours en train de rire et de faire des blagues. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que je voulais parler de Mia, qu'il y avait des choses que je devais clarifier. Il n'a pas hésité et a accepté de me rencontrer dans un bar voisin. Dès que je suis entré, je l'ai vu à une table, en train de boire une bière. L'endroit était vide, sauf pour nous deux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la conversation prendrait rapidement une tournure folle. L'alcool a commencé à couler, et plus je buvais, plus les voix dans ma tête grandissaient. La possessivité et la jalousie sont devenues quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans un moment de fureur, quand il a ri à un souvenir de Mia, j'ai perdu la tête. Je me suis levé, j'ai frappé Daniel d'un coup de poing au visage, et la scène a rapidement tourné au chaos. Il tomba de sa chaise, et le sang commença à couler. L'adrénaline a traversé mon corps, et alors qu'il gémissait de douleur, j'ai réalisé que rien de tout cela ne pouvait montrer à Mia que je l'aimais. C'était un acte désespéré, et l'idée que la violence puisse l'impressionner était ridicule et grotesque. Les conséquences ont été dévastatrices. Au lieu de trouver une certaine satisfaction, ce que j'ai gagné, c'est un téléphone qui sonnait sans cesse. Des messages d'amis inquiets et la présence écrasante de la culpabilité. Mia ne voulait pas savoir pour moi. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait pas être défaite. J'étais seul, plongé dans un océan de regrets et d'isolement. Ce qui avait été autrefois un amour intense s'était transformé en prison et j'étais le geôlier de ma propre âme. Le point culminant de mon histoire s'est produit des semaines plus tard. Chaque soir, je décidais d'aller au bar où nous avions l'habitude d'aller. Mon cœur battait à tout rompre et une rage silencieuse me consumait. Quand je suis entré, j'ai vu Mia et Ethan ensemble, riant, comme si rien de ce qui s'était passé n'avait d'importance. La scène était un film d'horreur, un spectacle qui m'a donné l'impression d'être déchiré de l'intérieur. J'étais pris d'une impulsion incontrôlable. Le sentiment que je devais les affronter m'a submergé, comme si c'était le seul moyen de récupérer quelque chose de ce que j'avais perdu. Je me suis approché d'eux, chaque pas devenant un poids plus lourd. « Mia !» La voix est sortie de ma bouche comme un cri. Elle m'a regardé, et dans ses yeux il y avait de la surprise et une touche de peur. « Tu ne peux pas le garder !» La tension dans l'air était palpable. Le regard d'Ethan se transforma en défi. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ryan ?» demanda-t-il, avec un ton qui pouvait fendre l'air. Ce qui était censé être une dispute s'est transformé en un spectacle tragique. J'ai pointé du doigt Mia. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il n'est pas comme moi. Il ne t'aime pas vraiment. » La salle devint silencieuse. Les regards des autres clients étaient comme des couteaux plantés en moi. Mia était paralysée, et j'ai réalisé que les mots que je pensais être de l'amour étaient devenus du poison, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Puis, un moment de clarté m'a frappé. C'était comme si une lumière s'était allumée dans mon esprit, illuminant tout ce que j'avais ignoré. La possessivité n'était pas l'amour, c'était de l'égoïsme.
Mon désir de contrôler Mia et le besoin de l'avoir à mes côtés sont devenus un fardeau, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Ce que je faisais était une erreur, une grosse erreur. Je suis rentré chez moi ce soir-là, non pas avec un sentiment de victoire, mais avec un sentiment de défaite. Ce que j'avais essayé d'accomplir avait disparu. L'amour que je pensais pouvoir protéger l'a détruite. Le matin venu, j'ai su que je devais changer. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais peut-être y avait-il un moyen de me racheter. La décision de demander de l'aide a été une étape importante dans ma vie. Je suis allé voir un thérapeute, quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre mes sentiments et mes comportements. C'était une étape difficile, mais j'ai réalisé que le changement était nécessaire. Parler de la douleur, de la possessivité et des peurs qui m'ont conduit à ce point a été la première étape pour comprendre que l'amour sain n'implique pas le contrôle, mais le respect et la liberté. Les semaines ont passé et le chemin a été semé d'embûches. La lutte contre mes instincts de possessivité et de jalousie était intense, mais j'ai appris que le véritable amour est un espace sûr où tout le monde peut grandir. J'ai appris qu'il est possible d'aimer quelqu'un sans vouloir le posséder. Au fond de moi, j'ai réalisé que l'amour est un acte de liberté, pas une prison. Pendant ce temps, Mia et Ethan ont continué leur vie. Je ne sais pas s'ils sont ensemble aujourd'hui, mais je sais que je n'ai plus l'envie d'intervenir. La possessivité m'a détruite, mais en même temps, elle m'a donné une nouvelle perspective sur l'amour. Ce qui était autrefois un cercle vicieux de jalousie et d'obsession est maintenant devenu une leçon douloureuse mais nécessaire. Au lieu de me perdre dans la possessivité, j'apprends à aimer de manière saine, à comprendre que chacun a son propre espace et sa propre liberté. Le chemin vers la guérison est long, mais je m'engage maintenant à parcourir ce chemin, dans l'espoir qu'un jour je pourrai vraiment aimer, sans chaîne ni prison. La mort de Laetitia a été un coup dévastateur. Depuis ce jour fatidique, ma vie s'est transformée en un vide suffocant. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée. Laetitia a toujours été la lumière de ma vie, la seule qui savait me faire sourire, même dans les jours les plus sombres. Maintenant, tout ce qui me restait, c'était l'obscurité. Dans les jours qui ont suivi sa mort, j'étais incapable d'accepter qu'elle était vraiment partie. Un matin, alors que j'étais encore coincé dans la routine du deuil, j'ai reçu un SMS. Quand j'ai vu son nom à l'écran, mon cœur s'est emballé. C'était un message simple, mais le sentiment qui m'enveloppait était inexplicable. Vous souvenez-vous de notre endroit préféré? Cette question m'a frappé comme une flèche. Comment cela pourrait-il être possible? Laetitia n'était plus là. Cependant, les messages ont continué à arriver. À chaque nouvelle notification, mon cœur bondissait. Il ne s'agissait pas de messages ordinaires, c'étaient des secrets que seule Laetitia pouvait connaître. Vous vous souvenez de la fois où nous avons trouvé ce chien dans la rue? J'ai toujours aimé sa façon de s'occuper des animaux. Comment pouvait-elle le savoir? À ce moment-là, je ne pouvais pas distinguer si je vivais une hallucination ou si la réalité était sur le point de se révéler d'une manière terrifiante. La douleur de la perte se mêlait à l'espoir absurde que, d'une manière ou d'une autre, elle était toujours avec moi. Déterminé à découvrir la vérité, je me suis plongé dans mes souvenirs. J'ai revécu chaque moment que nous avons passé ensemble, comme si je cherchais des indices dans un labyrinthe émotionnel. Chaque message que j'arrivais me faisait douter de ma santé mentale. Est-ce que je devenais fou? La frontière entre la réalité et l'illusion est devenue de plus en plus floue. Qu'est-ce que je voulais, en fait? J'avais besoin de comprendre ce qui lui était arrivé, mais en même temps, j'avais l'impression que ces messages me gardaient coincé dans sa mémoire. La recherche de réponses m'a amené à me confronter à des amis et des connaissances proches de Laetitia. Une visite chez un vieil ami, Ricardo, m'a rendu encore plus mal à l'aise. Il semblait mal à l'aise lorsque j'ai mentionné les messages. Tu dois arrêter d'y penser, Philippe. Parfois, le chagrin nous fait voir des choses qui n'existent pas. Ces mots ont résonné dans mon esprit, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que tout le monde était prêt à me dire. La pression augmentait. J'avais besoin de réponses.
À chaque message reçu, je ressentais un mélange d'espoir et de désespoir. Laetitia, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Demandai-je à haute voix, comme si elle pouvait entendre. Les messages sont devenus plus dérangeants, révélant des secrets que je n'ai jamais connus. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, Philippe. Le monde est plus sombre que vous ne le pensez. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais enquêter davantage. À chaque pas que je faisais, je me sentais plus proche d'un abîme. J'avais besoin de découvrir la vérité sur Laetitia et sa mort, même si cela signifiait affronter mes pires peurs. J'ai commencé à demander à tout le monde autour de moi, jusqu'à ce qu'une conversation informelle avec l'amie de Laetitia, Juliana, me laisse sans voix. Elle n'en a jamais parlé à personne, mais il y avait quelque chose qui la poursuivait, a-t-elle dit, évitant de me regarder dans les yeux. Quelque chose du passé qui n'a jamais été résolu. Le désespoir s'empara de moi. Comment Laetitia a-t-elle pu garder des secrets aussi profonds? En enquêtant davantage sur son passé, j'ai commencé à réaliser que la mort de Laetitia n'avait pas été un simple accident. Les messages étaient une porte vers quelque chose de beaucoup plus sombre. En confrontant chaque ami proche, je me suis rendu compte que tout le monde semblait cacher quelque chose. Les révélations étaient de plus en plus obscures et je me retrouvais dans un labyrinthe sans issue. À ce moment-là, mon esprit était rempli de suspicion. Qui était derrière ces messages? La réponse est venue comme un coup de poing dans l'estomac. Un étranger qui avait un lien troublant avec le passé de Laetitia était derrière tout cela. J'ai été entraîné dans un jeu psychologique, où chaque message devenait une arme, chaque secret une torture. Le point culminant s'est produit lors d'une rencontre tendue, où la vérité s'est révélée comme un coup de poignard. L'étranger n'a pas seulement manipulé ma douleur, mais il a utilisé les souvenirs de Laetitia contre moi. La colère et la trahison sont devenus un tourbillon d'émotions. Il cherchait quelque chose qui appartenait à Laetitia, quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre complètement. Avec cette révélation, j'ai réalisé que la vraie bataille n'était pas seulement contre l'inconnu qui avait hanté ma vie, mais contre la douleur qui me maintenait coincé dans le passé. J'avais besoin de faire face à cette nouvelle réalité. La manipulation et la douleur sont devenues insupportables. Au cours d'un moment de clarté, j'ai compris que ces messages, plutôt que de me réconforter, ne faisaient que prolonger ma souffrance. Le moment est venu de prendre une décision. La vérité, c'est que même si je le voulais, Laetitia ne reviendrait jamais. Les souvenirs que j'ai gardés étaient tout ce que j'avais, et j'avais besoin d'apprendre à vivre avec. J'ai commencé à me libérer de la douleur, comprenant que la guérison ne viendrait pas de la recherche de réponses extérieures, mais de la reconnaissance que la douleur fait partie de la vie. J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose, même si cela signifiait laisser Laetitia derrière moi. Cette nuit-là, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu les messages s'accumuler. Assez. D'un geste déterminé, j'ai effacé tous les messages, comme un rituel d'adieu. La lumière de Laetitia s'est peut-être éteinte, mais les leçons que j'ai apprises d'elle sont restées. J'ai commencé à marcher sur un nouveau chemin, un chemin où la douleur est devenue une partie de mon histoire, mais ne l'a pas définie. C'est ainsi que le cœur lourd mais déterminé, j'ai commencé à chercher l'espoir dans une aube nouvelle.